Bienvenue à Selon l'étude. Aujourd'hui, épisode sur l'anxiété généralisée avec Ariane Brunet. Enchanté, Ariane. Enchantée. Donc, on t'a invité pour parler, évidemment, d'anxiété généralisée. Et moi, je te connais pas dans la vie. C'est Catherine qui te connaît. C'est le lien Oui. qui vous unit. Quand on a commencé le projet, c'est ça, on parlait des thèmes qu'on voulait aborder. Et je sais que vous êtes parlé sur Instagram. Puis... Exactement. Exactement. Quand on a partagé le projet selon une étude, Ariane et moi avons discuté spécifiquement de ce projet-là. Puis Ariane nous a dit que si on cherchait quelqu'un pour venir parler d'anxiété, ça lui ferait plaisir. Et donc, je suis très excitée de faire cet épisode-là aujourd'hui avec Ariane, vraiment. Ben moi aussi, merci beaucoup d'avoir accepté, premièrement, l'invitation. Ben, c'est moi qui ai proposé l'invitation, fait que Ben. rendu là, c'est à moi. Ben, ça nous fait plaisir d'avoir accepté. C'est ce que je comprends. Tu nous remercies d'avoir Moi, accepté. je suis une grande fan de Catherine. Moi non plus, je te connaissais pas encore, puis je suis vraiment contente de te rencontrer. Mais je trouve ça super important ce que Catherine fait comme vulgarisatrice scientifique de la cause de l'anxiété. Fait que comme dès que j'ai vu que ça existait, je me suis dit, c'est tellement cool, je veux participer. Ben, vraiment bonne en plus, ouais. effectivement, là, pour Ouais. communiquer ces trucs-là. Là. Exact. Oh, je suis C'est bien. vraiment pas donné à tout le monde. Je vais être rouge. Stress, puis tu le géreras en écoutant un podcast qu'on a fait là-dessus. C'est ça. Angoisse, puis tu iras checker des études après. Mais premièrement, j'aimerais ça faire la distinction entre stress et anxiété. Parce que j'ai l'impression que on entend anxiété généralisée, puis c'est comme le TDA, là. Tout le monde se le diagnostique. Tout le monde est anxieux. Tout le monde est anxieux. Ah non, je sais quoi, je suis anxieux des fois, c'est ça, là. Ouais. Je fais un peu noir, puis là, je suis pas bien. Puis là, Ouais. non, c'est pas ça, là. Fait En que- fait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent anxieux. Non seulement ça, mais c'est un terme qui, en ce moment, je trouve, est valorisé. Tu sais, les gens, quand ils se disent « je suis anxieux », c'est comme s'ils se disaient... C'est comme si ce qu'ils voulaient dire, c'est « je suis performant », puis j'ai un souci que les choses soient bien faites, etc. Est-ce que c'est ce que t'entends, toi, quand les gens te disent « Oh mon je suis Dieu, anxieux ». on rentre direct dedans, mais je pensais beaucoup à ça dernièrement, puis je me disais, OK, qu'est-ce que je trouve justement récalcitrant là-dedans? Genre, pourquoi je trouve que ce terme-là, il est comme galvaudé? Je comprends pas, parce qu'en même temps, je devrais me dire, OK, bon, on démocratise le truc, on rend ce sujet-là accessible, puis, tu sais, comme déstigmatisé, mais il y a comme de quoi que je trouve weird que tout le monde se dise anxieux. Moi, ça me rebute à parler de cette condition-là avec le monde, parce que c'est vraiment pas un truc... tu sais, j'en discute avec mes amis, mais publiquement, ou comme, tu sais, j'ai pas envie d'en parler, parce que plus on en parle... Mais c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant, mais en même temps, je veux qu'on en parle, mais... je veux vraiment qu'on fasse la distinction entre stress et anxiété aussi, parce que c'est ça, c'est comme rendu super compliqué à comprendre, puis c'est ça, tout le monde est anxieux, finalement. Mais Tout ce le monde qui est te anxieux. rebute, c'est-tu qu'on en parle pas de la bonne façon par rapport à ton expérience à toi, ou c'est que tout le monde en parle, fait que là, t'es comme, je veux pas avoir l'air de la personne de plus qui fait comme, hey, santé mentale, gang. C'est plus Ah, ça. ouais. Ouais. Mais en même temps, je me contredis parce que je trouve ça super important qu'on en parle, mais je pense que c'est important. Ouais, c'est ça. C'est important de démystifier l'anxiété. À quelque part, est-ce que tu trouves ça comme invalidant, peut-être? Tu sais, parce que tu te dis, quand les gens utilisent ce terme-là dans un contexte qui n'implique pas de la détresse et ou des dysfonctions dans leur fonctionnement, tu sais, de la vie quotidienne, puis que tu te dis, ben, tu sais, moi, j'ai un diagnostic, il faut que je le négocie probablement à tous les jours, tu sais, ces symptômes-là. Est-ce que tu trouves pas que ça vient un peu diminuer, peut-être, ce que tu vis? Ça. Je pense que c'est ça. Puis c'est ce qui fait la distinction entre le stress et l'anxiété. C'est vraiment le caractère invalidant du truc. Mais c'est vrai que... Ouais, je pense que c'est ça. En même temps, là, je suis en questionnement. Là, je suis pas en train de poser de mettre de points là-dessus. Mais ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je me dis, je vais pas en parler. J'ai l'impression d'être incomprise là-dedans un peu. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je trouve ton travail tellement nécessaire de faire la distinction entre les deux. Mais c'est ça. C'est comme une manière, comme tu disais tantôt, de se valoriser l'anxiété de ce temps-là. Puis, mais il y a un retour de balancier comme dans plein de sujets importants de la société en ce moment. De comme, OK, on s'en va plus à gauche, on va revenir à droite, puis il y a un équilibre qui va se faire. Mais c'est vrai que d'en parler, je pense que les gens, c'est ça, ils associent ça à la performance, ils associent ça à la productivité, puis il y a quelque chose de un peu valorisant, bizarrement, Ben, là-dedans. ça te fait bien paraître de... Ouais. Comme le monde qui dit, moi, je réfléchis beaucoup. T'es comme, ouais, mais
sais, ça te donne un air intelligent, mais on sait pas à quoi tu réfléchis. Là. Ouais, puis tu rumines dessus. Ça se peut que tu penses à des dinosaures à journée longue, là, ça fait pas de toi quelqu'un d'intelligent. Là. Mais tu sais, quand tu dis je réfléchis beaucoup, tu fais OK, t'es wise, là, on sait pas, là. T'es juste en train de brancher des fils dans ta tête. T'es comme. Tu sais, ça veut pas dire que. Mais ça peut donner une image, effectivement, de performance, puis de... Ouais. Mais puis c'est qu'il y a des degrés aussi d'anxiété, en ce sens où, tu sais, bon, faisons-la, la distinction entre le stress et l'anxiété. Tu sais, le stress, c'est un phénomène qui est biologique, OK? Donc, à chaque fois qu'on perçoit une menace dans l'environnement, que ce soit je trouve pas de stationnement, j'arrive en retard à un rendez-vous, j'ai perdu mon téléphone cellulaire, j'ai une entrevue d'emploi, peu importe, tu sais, toutes ces petites situations-là vont amener l'activation du système biologique de stress. Puis ça, c'est là juste pour nous donner de l'énergie, tu sais, pour qu'on puisse s'adapter à cette situation-là et la confronter, le cas échéant. Et donc, à petite dose, le stress, c'est merveilleux, là. Tu sais, ça sert. Ben oui, exactement. Ouais. Ça fait en sorte qu'on mobilise beaucoup d'attention vers cette menace-là. On est plus créatif pour trouver des solutions. Tu sais, c'est mise ensemble, la réponse de stress, elle est nécessaire à la survie. L'anxiété, c'est quand tu as peur d'avoir peur. C'est quand tu anticipes de peut-être, à un moment donné, faire face à un événement stressant. Puis là, bien entendu, il y a un gradient d'anxiété en ce sens où 100% d'entre nous, on est anxieux une fois de temps en temps. Tu sais, si, par exemple, je sais pas, moi, tu as un rendez-vous chez le dentiste demain matin, tu sais que ça va faire mal, tu anticipes un petit peu, donc tu dors moins bien la veille. C'est de l'anxiété, mais qui est momentanée. Tu sais, puis ça, 100% d'entre nous, encore une fois, on en présente. Puis là, bien, c'est sûr que après, il y a des gradients de plus, en ce sens où il y a des gens qui ont un trait de personnalité anxieux, qui, eux, vont avoir tendance à être anxieux plus souvent que les autres, mais c'est pas un diagnostic. Tu sais, c'est un trait de personnalité, puis c'est à peu près 30% de la population qui cote à un degré élevé de trait de personnalité anxieux. Puis là, mais quand tu es à un stade plus élevé d'anxiété, là, on va parler d'un diagnostic, que ce soit de l'anxiété généralisée, mais il y en a plusieurs autres, là, il y a des phobies spécifiques. Tu sais, si tu as une peur exacerbée, comme tu le disais un petit peu plus tôt, avant l'entrevue, je pense, là, la peur des ponts. Il y a des gens qui ont une phobie des ponts, là, qui sont même pas capables de conduire sur un pont. C'est inimaginable. C'est un trouble anxieux aussi. Et ainsi de suite, il y en a plusieurs. Et là, à partir de ce moment-là, il faut vraiment que le fonctionnement de la personne soit affecté, que ce soit au niveau du travail, les interactions sociales, la vie quotidienne, ainsi de suite, puis qu'il y ait une détresse significative qui soit présente. Alors, je peux comprendre que comme quand tu parles d'anxiété avec les gens autour de toi, puis qu'ils se disent « Ah non, mais moi, je suis vraiment anxieux », mais que ça nécessite pas de traitement quelconque et ou de prise de médication, puis que le fonctionnement n'est pas affecté, t'es comme « Ouais, mais moi aussi, mais moi, ça m'empêche de dormir bien souvent. » Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est vraiment dur d'en parler, puis c'est un sujet complexe, là. Puis, c'est un chemin aussi, là. On dirait que t'arrives pas à un diagnostic du jour au lendemain non plus, puis t'arrives pas à des conclusions rapidement. Puis, il y a des gens qui peuvent se dire « Ah, je suis un peu anxieux », puis finalement découvrir qu'ils le sont, puis que c'est invalidant, puis qu'ils ont besoin d'un traitement, puis, c'est ça, c'est pas... Toi, à quel âge as-tu eu un diagnostic? À 21 ans. À 21 ans, c'était comme entre mon... c'était ça, à 21 ans, 22 ans? 22 ans, je pense. Parce que je venais de sortir mon deuxième album, puis je pense que ça rencontrait pas les attentes que je m'étais fixées. Puis j'étais super jeune quand j'ai signé mon premier contrat de disque, j'avais 19 ans pour 3 albums. Puis ça a connu, ce que j'ai fait, ça a connu un succès assez important rapidement, comme dans un court laps de temps. Fait que là, je me suis retrouvée comme sur des plateaux à chanter à la disque devant... Tu sais, on dit, il y a 1,5 million de codes d'écoute, puis de pas tout assimiler ça, de ressentir le stress qui vient avec ça, mais de pas comprendre aussi les effets après. Puis là, OK, là, faudrait que le deuxième album soit aussi bon ou meilleur, mais tu sais, on dirait que je pense que j'avais pas l'âge, mon cerveau était pas intégré, là, j'avais pas l'âge pour assimiler tout ça, puis, tu sais, en tout cas, l'expérience, fait que après ça, après la sortie du deuxième album, je me suis retrouvée comme face à un mur à faire comme, oui, j'ai des dates de show, il y a de quoi qui se passe, mais j'ai beaucoup de temps aussi. C'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais tu sais, comme t'as beau vivre de ton art, des fois, ça comble pas ton horaire, absolument. Tu sais, il y a bien des comédiens qui vont... T'as l'impression qu'ils travaillent sans arrêt parce qu'ils sont partout, mais finalement, tu te rends compte, si tu regardes leur horaire, que c'est comme un gros chunk de temps. Je sais pas moi. Le mois de mars, est occupé, mais finalement, le mois d'avril est slack. Fait que tu sais, faut que tu occupes ton temps, puis il faut que tu sois créatif et productif par toi-même.
Puis, tu sais, jeune, j'ai dû, je sais pas, m'organiser, mais j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je me suis retrouvée beaucoup toute seule. Puis c'est cette solitude-là qui a comme engendré comme un stress important, qui a comme mené à une dépression, si on veut. Puis là, j'ai rencontré des spécialistes, puis je me suis fait diagnostiquer un trouble d'anxiété généralisée. Puis je sais que c'est quelque chose en mouvance, là, dans le sens que ça... Tu sais, je pourrais, dans 10 ans, refaire un diagnostic puis me rendre compte que, bon, ben j'imagine, je sais pas, j'imagine que j'ai comme survécu, surmonté. Ouais, certains aspects. J'ai survécu, je suis là. J'étais comme sûr. Moi, j'ai survécu. Je joue au Scrabble, j'étais comme surmonté, Mais tu sais, en fait, c'est ça. Tu sais, comme on le disait un petit peu plus tôt, c'est à un certain degré valoriser l'anxiété en ce sens où, pour certains enfants, ados, l'anxiété ne mènera pas à des déficits d'apprentissage. OK? Donc, c'est des enfants ou des adolescents qui performent relativement bien à l'école, ils écoutent, même que parfois sont en situation de succès à l'école. Donc là, tu te dis, tu sais, il est stressé, c'est base, là, il dort pas bien la nuit, puis il a souvent mal au ventre avant ses examens, mais ça a l'air de relativement bien aller. Dans le fond, cette personne-là est anxieuse, mais on s'en rend pas compte encore. Là, après ça, la personne rentre au cégep et ou à l'université et ou sur le marché du travail. Puis, il y a un point de cassure qui se crée. Puis là, cette personne-là est plus juste anxieuse, elle est anxieuse et déprimée. Parce qu'il y a une espèce de build-up qui se crée, qui fait en sorte qu'à un certain moment, l'organisme a juste plus les capacités de s'adapter puis de continuer à coper. Et donc, souvent, lors du premier diagnostic, c'est pas juste anxiété qui va ressortir, c'est anxiété et dépression majeure. Ouais. Puis, dans plusieurs cas, pas l'entièreté, mais dans plusieurs cas, si c'était détecté plus tôt, mais on pourrait empêcher que ça se développe soit en dépression, en épuisement professionnel, etc. D'où l'importance, je trouve, d'en parler, puis de dire aux parents, aux profs, etc., comment faire pour détecter un adolescent qui est anxieux. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est plus juste un stress qui est sain, malgré le fait que la performance scolaire est correcte, puis que ça se passe relativement bien. Puis on sait que, justement, les jeunes femmes sont une population vraiment à risque de recevoir un premier diagnostic, puis souvent, les premiers symptômes évoluent depuis l'adolescence. C'est juste qu'on a mis ça un petit peu en dessous du tapis, on a été capable de fonctionner jusqu'à temps qu'on ne le soit plus, finalement. Bien, c'est ça, mais à force de... Tu sais, j'ai continué à m'assurer de voir des spécialistes, tu sais, comme pas sur une base régulière pendant 10 ans, mais reste que j'ai continué de voir des psychologues, tu sais, à intervalles, puis je me suis rendu compte, comme au fil de mon introspection, puis il y a quelque chose, parenthèse, que je trouve genre super narcissique de mettre autant d'énergie à comme puiser dans son fond intérieur, puis tu sais, moi j'ai eu une enfance heureuse, puis là c'est comme culpabilisant, tu sais, pour tes parents de dire OK, ben là j'ai eu une enfance heureuse. En tout cas, je pense qu'on a tous nos difficultés, puis ce que tu veux dire, c'est que que tu n'as pas fait la guerre. Ouais, j'ai pas fait la guerre, exactement. Relativement mais j'ai vécu, heureuse, c'est ça, j'ai vécu relativement heureuse, puis j'ai vécu des gros stress durant l'enfance, puis je me suis rendu compte que l'anxiété remontait à là que d'aussi loin que je me rappelle, je faisais des crises de panique, là. Tu sais, j'ai toujours... puis mon anxiété à moi est généralisée. Puis au moment où j'ai eu mon diagnostic de TAG, j'ai eu un diagnostic d'hypocondrie. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, à 22 ans, j'étais toujours en train de me diagnostiquer des maladies sur Internet. Puis je pensais que j'allais mourir demain d'une tumeur au cerveau. Puis c'était ça qui était... C'est ça qui était vraiment préoccupant pour moi à cette époque-là. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais pas hypocondriaque. Là, tu vois, aujourd'hui, 0-0. C'est que mon anxiété, elle est grimpante. Genre, c'est comme si elle ressortait de cette façon-là. Elle prenait différentes formes. Dernièrement, j'ai fait une névrose phobique à propos des insectes. Puis, genre vraiment, là, c'était super préoccupant puis super envahissant. Puis, ça se traduit comment exactement? Ben, c'est comme... mettons, là, j'ai eu ma fille, puis j'allaitais, puis j'étais sur c'était au début de la pandémie, puis j'étais sur le divan, puis là, on a eu des fourmis charpentières chez nous, puis là, les fourmis charpentières grimpaient sur le divan. Puis j'étais pognée là. J'étais pognée là. Mais pendant 6 mois après cet événement-là, ben tout ce qui était insecte, là, puis là, il y a eu l'été après, tout ce qui était insecte, là, ça devenait, mais obsessif, là. Tu sais, j'en imaginais partout. La nuit, je me réveillais, je fermais les yeux, j'en voyais. C'était tout le temps. Est-ce que ça se peut que l'accouchement et la grossesse aient amené une vulnérabilité de plus qui a peut-être été propice à, amplifier l'anxiété, puis à amener aussi ce qu'on appelle des comorbidités, le fait que ce soit l'hypocondrie, des phobies, etc., ça vient
très souvent de pair là, avec l'anxiété. Ouais. Je pense que l'accouchement, le fait d'avoir un petit bébé, ça amène cette espèce de vulnérabilité-là, non seulement parce que le cerveau est fatigué. Ouais. C'est quand même très éprouvant à tous ces moments-là. Puis il y a aussi toutes les hormones qui sont en grand changement durant cette période-là, puis ça peut nous rendre très vulnérables à ça. Puis qu'est-ce que tu as fait pour traiter ça? Est-ce que c'est juste le temps qui a fait j'ai retourné consulter, puis oui, j'ai fini par faire un parallèle avec toute la question endocrinienne, hormonale, du truc postpartum. Sans que ce soit une dépression postpartum, là, mais il y a un lien avec les hormones. Puis je me suis dit, OK, je me suis rappelé qu'à 21 ans, 22 ans, j'avais pas eu de règles pendant comme 7 mois parce que je me sous-alimentais, malheureusement. Je sais pas, j'avais un certain trouble alimentaire. Puis je me suis rendu compte que de ne pas avoir mes règles pendant une longue période de temps, comme suivant l'accouchement, tu sais, quand t'allaites, t'as pas tes règles, il y a quelque chose de super irrégulier dans ta dose hormonale, comme mensuelle, puis c'est ça comme, je pense que ça a participé au truc. Mais ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Puis encore là, je pense que les études sont pas abouties écoute, il là-dessus. Y en a. Ouais. Ce qu'on sait, sommairement, c'est que le cerveau aime pas trop les changements. Fait qu'autant la cyclicité pendant le mois, ça peut le rendre un peu fébrile. Ouais. Puis les gros changements dans une vie, là, comme la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la ménopause, le cerveau y est particulièrement sensible, surtout quand on a une espèce de prédisposition, que ce soit développementale ou génétique à l'anxiété, tu sais. Et donc, on sait que plus l'anxiété apparaît tôt dans le développement, fait qu'enfance, adolescence, plus ça a de chances de se chroniciser à l'âge adulte, donc de perdurer. Parce que, tu sais, il y a plein de gens, je te donne un exemple contraire, il y a plein de monde qui ont eu leur premier épisode d'anxiété pendant la COVID. Tu sais, qui n'avaient jamais fait d'attaque de panique auparavant, puis là, longue période de solitude, crainte d'attraper la maladie, perturbation au travail, dans le milieu familial, etc. Pouf, première attaque de panique. Si la première fois que ça t'arrive, t'as 35 ans, t'as beaucoup moins de chances que ça se chronicise que si la première fois que ça t'est arrivé, t'avais 7 ans ou 11 ans, puis que le cerveau est en plein développement, qui est très, très éponge à ce moment-là, qui apprend beaucoup plus facilement, là, il y a plus de chances que ça s'imbrique dans le comportement. Ce qui veut pas dire que c'est plus négociable puis qu'il y a rien à faire. Absolument pas, mais il y a plus de chances qu'il y ait des épisodes plus tard au cours du développement. Puis il y a aussi plus de chances que l'anxiété évolue en comorbidité avec d'autres pathologies comme les troubles alimentaires, l'hypocondrie, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a plus de chances que ça vienne de pair, puis la dépression majeure. Les autres pathologies associées à ça, est-ce que c'est des stratégies, des mauvaises stratégies qu'on adopte pour gérer l'anxiété? C'est vraiment une bonne question qui n'a pas de réponse nette, frette, sec. En ce sens où la toxicomanie, oui. Okay? Donc, les gens qui souffrent d'anxiété généralisée ont plus de chances d'avoir des comportements d'abus de substances en parallèle. Puis ça, oui, souvent, la première fois que le comportement est adopté, c'est pour calmer un symptôme. Fait qu'on se rend compte que, quand je fais une attaque de panique, puis que je prends tel médicament, comme des activants ou des médicaments pour le sommeil ou de l'alcool, ça m'a calmé. Ah, OK. Si c'était le fun, il y a plus de chances que je répète le comportement après. Hein. Le cerveau n'est pas plus fou qu'un autre. Là. Et donc, à un certain moment, par renforcement, ça se peut qu'on acquiert des dépendances qui, là, oui, tu sais, la pathologie en comorbidité est apparue parce que c'était compensatoire, finalement. Tu sais. Mais quand on parle, par exemple, de dépression majeure, en comorbidité avec l'anxiété, là, dans plusieurs cas, c'est que la pathologie s'est développée à cause de l'anxiété. Puis là, je m'explique. L'anxiété, quand ça grossit, c'est comme un presto. Tu sais, c'est le système de stress qui s'active de façon chronique. On finit par cumuler tellement de pression que là, ça sort en attaque de panique, en symptômes d'anxiété exacerbés, etc. Puis la dépression, ça le dit, c'est quand le corps n'a plus d'énergie.
Tu sais, c'est le presto, il déborde. Il n'y a pas de couvercle. Il n'y a plus de couvercle, exactement. Puis là, ben, déplétion des réserves d'énergie, puis là, on tombe soit en dépression ou en épuisement professionnel, tu sais. Et donc là, c'est pas vraiment un comportement compensatoire dans ce cas-là, c'est plus que le corps est plus capable, il est à bout de ressources, puis c'est pas rare que les gens, leur première consultation en psychologie ou auprès de leur médecin de famille, c'est quand ils sont en dépression. Que là, vraiment, ben, ils ont de la difficulté à sortir du lit le matin pour aller travailler, ont de la difficulté à sortir avec leur entourage, parler aux gens qui les entourent, puis vraiment, là, on peut se retrouver dans des situations où, tu sais, même écouter une nouvelle télésérie, ça demande trop d'énergie, fait que tu vas en écouter une que tu as déjà écoutée auparavant, là, parce que... Mais c'est parce que t'as pas le choix de le reconnaître, là, quand t'es dans cet état-là, dans le sens où anxiété, Exact. on peut dealer avec, puis on a des conceptions de « OK, non, mais ça m'aide à... » Puis, créativement, je sais pas si toi, ça te fait ça, moi, ça me le fait de... Tu sais, mes périodes de stress, mes périodes d'angoisse, d'anxiété, ben je me dis, ah non, mais j'en ai besoin, j'ai besoin de ça, ça m'aide à être créatif. Ça, j'allais dire, c'est valorisé. La dépression, ça l'est moins. Là. Ouais, c'est vrai. Tu t'en rends compte que tu peux rien faire. C'est ça, tu peux... C'est ça. Mais par rapport au stress, puis ça, t'en parlais tantôt, mais tu sais, stress, anxiété, il y a une différence. Il y a du bon stress. Ça existe-tu de la bonne anxiété? Ben, en fait, tu sais, mettons que je ramène ça à l'étape des mammouths. OK? Yes! Parlons évolution. Les mammouths! Tu sais, dans le temps des hommes des cavernes, être stressé, ça avait une fonction super importante. Ça nous permettait de combattre ou de fuir les mammouths, toutes ces autres menaces sauvages-là. L'anxiété aussi, c'était adaptatif. Parce qu'il fallait que tu aies un petit peu peur de le croiser, le mammouth, là. Tu sais, si il te prend toujours de court puis que tu t'attendais pas à ça, il y a vraiment moins de chances que tu te prépares puis que tu te dises « Ah ouais, t'as coup qu'il y a des mammouths, je vais essayer de bien dormir ce soir, je vais essayer de m'alimenter correctement, je vais faire des petites réserves de roches puis de cailloux pour me défendre, etc. » Puis si tu as croisé un mammouth à une place spécifique, ben, tu vas t'en souvenir. Tu sais, tu vas mettre ce qu'on appelle un red flag à cet endroit-là dans ta tête puis tu vas dire « Il faudrait que je fasse attention de pas retourner entre la roche 3 puis 4, t'as coup, tu sais, qu'il y a un mammouth. » Et donc, encore aujourd'hui, l'anxiété, c'est à ça que ça sert. Tu sais, c'est à se dire, ben j'ai un spectacle demain, il y a 1,5 million de personnes qui vont me regarder à la télévision et... Faut que je me prépare. Faut que je me prépare. Exactement. Faut que je dorme correctement. Il faut que je m'équipe pour faire face à cette situation-là. Fait que je vais me pratiquer, etc., etc., etc. Et donc, l'anxiété, ça nous amène à nous adapter à notre environnement à l'avance. Puis à pas toujours être pris de court par ces situations-là. Mais comme tout dans la vie, tu sais, trop c'est comme passé, puis ça peut nous amener à avoir des symptômes qui sont exacerbés et pas nécessaires, tu sais. Et c'est à partir de ce moment-là que ça peut devenir pathologique. Donc, quand c'est généralisé, ça veut dire que c'est en permanence. Et c'est toujours dans l'anticipation. Et c'est paralysant. Tu sais, c'est aussi ça, c'est que l'anxiété généralisée, c'est pas juste de se dire, ben j'ai des réponses de stress exacerbées par rapport à X, Y, Z scénario, c'est de se dire, ça paralyse. Puis là, un scénario classique là, de quelqu'un qui fait de l'anxiété généralisée, c'est quelqu'un qui est au travail, par exemple, a une panoplie de documents sur son bureau. Puis là, il se dit, bon, mais là, il faut que je fasse X, Y, Z tâches. Puis là, tu regardes le tas de feuilles, puis tu sais pas par où commencer. T'as comme vraiment un brouillard cognitif là, qui fait en sorte que c'est difficile de te mobiliser. Puis là, tu fais juste anticiper toutes les conséquences négatives potentielles du fait que tu sois pas efficace ici et maintenant. Là. Qui se reconnaît? Puis tu peux aller loin dans tes scénarios. Là, c'est pas juste de dire « Ah, si je finis pas le dossier AH, je vais perdre ma job. » C'est, ben là, je vais avoir l'air d'un échec vis-à-vis de mes proches. Ma blonde, elle m'aimera plus parce que là, ben, je suis pas assez efficace. Moi, je passe à itinérant rapidement. Ah oui, PB, il passe à itinérant vraiment rapidement. J'ai 2 étapes. Je suis pas capable de travailler. Je vais habiter dans la rue. Non! Il y a comme... Ça y va fataliste! Moi, je spot, genre, je marche dans la rue puis je spot des spots de... Arrête! Je vis dans la rue, ça c'est un bon spot, ça c'est un bon spot, ça c'est un bon spot. Non, c'est un anxieux carabiné, PB. Le raisonnement. C'est tout de suite, genre, je suis pas bon aujourd'hui, bon, je vais fouiller dans les poubelles. C'est automatique. Shit! Mais souvent, c'est insidieux, ce genre de tu sais, comme de...
souvent, ce raccourci-là, là, il est comme très on n'arrive pas, automatique. on n'arrive pas à le nommer tant. Toi, t'arrives à le nommer tout de suite. Ben, c'est parce que vu que j'ai écrit des jokes, toutes ces pensées weird-là, Ouais. j'ai remarque à cette heure, puis j'ai Ça, note, puis après ouais. ça, j'ai partage en show, puis Ouais. je fais « Ah, OK, je suis pas tout seul. Merci gang! » mais toi, ça se traduit en musique, puis c'est ça que je suis tout le mais temps c'est ça. super fasciné par les musiciens puis les auteurs-compositeurs pour ça. C'est que, moi, c'est pas une forme que je pratique vraiment professionnellement, là. Fait que je suis tout le temps curieux de savoir, ton anxiété, elle te sert-tu en musique? C'est-tu pour la calmer? Est-ce que ça la crée? C'est quoi ton rapport à la création avec ça? Est-ce que c'est venu pour répondre à ça? Ou c'est... Je pense que oui. Parce que j'ai commencé à écrire des chansons vraiment jeunes, là, à 12 ans. Wow. Dès que j'ai eu des chansons complètes, là, je sais pas, j'ai comme... Musical ou texte? Les deux en même temps. OK. Puis, je sais pas, j'étais très, très seule quand j'étais petite. Genre, très, très seule. Là. Ouais. Puis c'est sûr que... Ben, on n'avait pas les technologies. Tu sais, c'est con, j'ai juste 30 ans, mais on n'avait pas ce qu'on avait. MSN, Ah non, c'était moins efficace C'était pas là, que c'est ça. Messenger, là. Puis Dieu sait que MSN, ça ne fait que des bonnes choses. Ah ouais. Hein? Les réseaux sociaux, ça n'est que du positif Ah, c'est pour le que du social. bon. Que du bon, ça, c'est Ouais. une autre affaire. Mais c'est ça, fait que je sais pas, j'avais beaucoup de temps pour écrire des chansons, puis je pense que c'est une manière de... Est-ce que tu dis que t'étais seule objectivement ou tu te Les sentais deux. seule? Ben, Tu sais, les deux. Les deux, ouais. Ouais. Tu sais, je pense, tu sais, je veux dire, là, j'ai une fille là, Ouais. d'un an et demi, puis tu sais, je m'arrange, on dirait, pour pas qu'elle vive cette solitude-là. Ouais. C'est une solitude qui, tu sais, ça paraît pas, là, mais j'étais... Tu sais, j'avais un frère puis une sœur, mais ils étaient beaucoup plus vieux que moi, fait qu'ils sont partis vraiment vite de la maison, puis j'avais des parents qui travaillaient beaucoup, puis que je me retrouvais, tu sais, je revenais seule de... Puis j'étais justement très, très phobique. On peut-tu dire ça? Ouais. Je suis phobique. Moi, j'avais des comportements phobiques, Oui. là, puis, tu sais, je veux dire, je me retrouvais toute seule chez nous, puis je passais beaucoup de temps à, comme... À regarder comme, OK, là, entendre des sons qui n'existaient pas, à me promener avec des T'avais couteaux, avec un cerveau hyper détecteur de Ouais, menaces. de menaces, ouais. C'est parce que j'étais toute seule puis je me sentais pas en sécurité, tu sais. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, ouais, je me suis mis à écrire des chansons super jeunes, puis je pense qu'en y repensant, c'est comme le cadeau qui vient avec ça, d'être super sensible, sans dire hyper sensible, mais tu sais, d'avoir cette sensibilité-là qui est comme qui des fois se traduit en anxiété pour moi, mais comme c'est le beau côté, tu sais, je me dis, je me passerais pas de cette condition-là parce que ça m'a amené à écrire des belles chansons, puis à genre, avoir une passion, puis de, tu sais, mais on dirait que quand j'étais plus jeune, j'avais moins de, quand j'ai commencé dans la carrière, j'avais moins de, tu sais, j'avais plus d'illusions, puis j'étais moins, je sais pas, je trouvais ça moins difficile de me présenter devant des gens. Je comprenais, on dirait que je prenais pas toute conscience de ça, là, tu sais, de la réaction du public, de ce que les gens pensent. On dirait que, tu sais, t'es jeune, puis t'es fierce, puis t'es comme, je vais, puis effronté, là. Ah oui, mais t'as aucune... Puis là, plus tu vieillis dans le métier, puis plus, genre, tu deviens désillusionné du truc, veux pas, tu sais, c'est une petite industrie, tout le monde se connaît. Pas mal moins magique qu'on pense qu'elle est. C'est ça! Là, t'es comme, il y a telle personne, ce qu'elle pense de moi, puis là, ça commence à prendre beaucoup de place, puis là, l'anxiété est devenue comme de plus en plus invalidant. Ouais. Plus je vieillissais dans le métier. Mais là, dernièrement, c'est ça, j'ai fait un switch. Après ma névrose phobique de l'été passé, pas l'été passé, l'autre d'avant, de 2020. Puis là, après ça, j'appelle ça névrose phobique parce que j'ai lu là-dessus, puis que je fais comme, OK, mais dans le fond, mon anxiété est grimpante parce qu'elle prend toujours différentes formes. Tu sais, ça a été un trouble d'anorexie, un trouble alimentaire, ça a été l'hypocondrie. Après ça, ça a été d'autres choses. Tu sais, c'est ça, ça prend toujours différentes formes. Puis après ça, j'ai consulté, puis après 10 ans, tu sais, de me poser des questions, puis d'essayer de faire ce chemin-là, j'ai fait, OK, je pense que je suis rendue à prendre des médicaments. Puis, fait que c'est ça, je me suis fait prescrire du Zoloft au printemps. Après ta névrose phobique. Fait que dans le fond, ça fait comme 1 an et quelques que tu prends une médication. Depuis le printemps. Okay. Ça m'a pris du temps à me raisonner. OK, fait que c'est là. Ouais. OK, wow, félicitations. Merci. Félicitations, non, mais pour vrai, tu sais, je veux dire... C'est un move, quand même. Ben, vraiment. Oui, c'est un bon move, là. Tellement parce que, tu sais, il y a certaines préconceptions négatives que des personnes peuvent avoir en lien avec la prise de médication pour négocier l'anxiété, la dépression, etc. Mais
c'est un cerveau qui manque d'une molécule. Mhm. Et donc, pourquoi pas l'aider puis lui donner un coup de main? Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui va devoir rester sur cette médication-là toute sa vie. Parfois, c'est juste le temps d'aller chercher l'aide nécessaire ou de retrouver un certain équilibre. Il y a des gens qui vont le prendre pour le reste de leur jour, puis c'est bien correct à mon sens. Ouais. Ben oui, tu sais, c'est... Personne shame les diabétiques de prendre de l'insuline. Ben non, exactement. C'est juste que le cerveau, c'est tellement abstrait pour tellement de gens que Mais c'est pas vraiment. clair, c'est invisible, tout ça. Tu sais, quand on parle d'anxiété de nature clinique comme ça, là, c'est un cerveau qui a un détecteur de menaces qui fonctionne dans le tapis. Tu sais, c'est un peu comme si le détecteur de fumée était tout le temps à on, OK? C'est une de ces régions-là, c'est l'amygdale, qui est vraiment le centre de détection du danger, si on pourrait le vulgariser comme ça, là, du cerveau, et qui va dire, par exemple, OK, ben les insectes, c'est dangereux, telle autre stimulation, c'est dangereux, etc. Puis l'amygdale va tout le temps être dans le tapis pour potentiellement voir le danger. Puis le Zoloft ou d'autres médicaments qu'on appelle inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ça vient favoriser la circulation finalement de la sérotonine dans le cerveau qui vient diminuer l'activité de l'amygdale. Fait que ça vient relaxer l'amygdale finalement, qui fait en sorte qu'on va détecter moins de danger à tort. Et donc, pour un anxieux, ça peut être très reposant. Ouais. Ah, mais c'est comme... Ouh! J'en ai pris 7 ans, moi, puis c'est vraiment... vraiment... tu t'as arrêté, finalement? Ouais, j'ai arrêté en COVID. Super Bébé bon a move. arrêté en plein milieu de la COVID. Par toi-même, Par sans consulter. lui-même. Ben non, mais c'est ça, là, tu sais, n'essayez pas ça à la maison, là. C'est Non, pas la façon... Non, mais je me connais bien. Puis... Mais ça aurait marché. pu mal aller. Oui, ça aurait Ça mais ça a pu été mal aller. ça a mal été aussi, mais elle est là la magie de mon système. Oh my Là, on God. est en COVID. Je sais qu'arrêter des antidépresseurs, t'as un sevrage, tu files pas bien, t'es pas bien. Mais là, quand est-ce que la vie va m'offrir une période où tout le monde file pas bien, t'es supposé te sentir comme de la merde? Fait que j'étais comme, mais là, c'est ma fenêtre d'opportunité, là. J'étais comme, je vais arrêter en même temps. Puis Mais oui. j'étais on top of my game en pandémie, mais là, j'étais comme... OK, Moi, j'ai été inquiète tout le sevrage de PB. Quand PB m'a dit qu'il arrêtait ses médicaments, j'étais comme... Mais il était accompagné. T'es t'étais sûre? là en même temps. Ben, j'étais là, Ouais, mais j'ai j'étais... comme annoncé après. C'est dans le genre d'affaire que je fais, by the way, j'ai fait ça. By Fait the comme, way, ben j'ai là, arrêté. Mais, tu sais, je vais te poser la même question que j'ai posée à un invité qu'on a eu récemment, Alexandre Bisaillon, qui souffre d'hypocondrie. Et donc, je lui ai demandé, tu sais, pendant la COVID, comment tu t'es sentie? Toi, quel effet ça a fait chez toi qui est anxieuse en temps de COVID où on est encore plus isolé qu'à l'habitude? Est-ce que ça a amplifié tes symptômes ou ça a eu une espèce d'effet apaisant chez toi? Ben, les deux. Parce que c'est ça, ce métier-là qu'on fait de genre vouloir donc ben plaire, Ouais. donc ben, tu sais, être présent, puis que là, les gens nous remarquent. Ben là, il y avait une grosse pause de ça, tu sais. tout le monde a oublié tout le monde. là. Ouais. C'est rassurant. Hein? Ouais, vraiment. Quand tu tout le sais. monde va mal, c'est le fun. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien. J'étais comme, personne fait de chaud. J'en fais pas, personne en fait, c'est parfait. Mais ça diminue les attentes. Ben oui, c'est Ouais. ça. Mais moi, Qu'on c'était se met. c'était le OK, mais là, ça va mal, mais c'est pas juste de ma faute. Non, Ça c'est m'a enlevé ça. ça. C'est ça. J'ai quelque Parce chose que à nous, blâmer que tout le monde est d'accord. Mais c'est ça, parce que Ouais. si tu fais pas de choses, c'est juste de ta faute, Mais ouais, là. tu dis, je travaille pas assez fort, je suis pas C'est assez ça. bon, je suis pas assez créatif. Non, puis t'oublies ton équipe, là, tu sais, tes gérants, ils ont rien à faire avec ça. C'est Non. vraiment juste de ta faute. Exact. Puis non, c'est ça. Fait que là, de savoir que personne faisait de choses, j'étais genre... ça a eu un côté apaisant, mais en même temps, moi, je peux pas négliger, genre, la conjoncture d'événements que tu sais, le 11 mars 2020, l'OMS annonçait qu'on était en état de pandémie, puis moi, je poussais pour donner naissance à ma fille. Ça Fait n'a que aucun bon sens. je m'en crissais, comprends-tu? Genre, tu sais, j'étais Ouais. comme... Ouais. On m'a comme quasiment sorti de force de l'hôpital après, puis là, il y a eu l'état d'urgence, tout ça, mais j'étais comme dans le cocon familial de mon chum, mon chum qui est guitariste de tournée aussi, puis qui est normalement très, très parti. Il était là, comme pendant 6 mois, on a été ensemble les trois, fait que ça a été magique. En plus, vous étiez au chalet. Oui, mais Très cool. je faisais en parallèle de ça, ça a été vraiment souffrant parce que là, cette névrose-là obsessionnelle a commencé à comme vraiment prendre beaucoup de place parce qu'il Puis y vous avait étiez beaucoup au d'espace. chalet. Ouais. On était au chalet! C'est Tu sais, il y avait personne, tu sais, on Il y a était des vraiment bébites. isolés. Ouais, il y a des bébites, il y a des, tu sais, puis des fourmis charpentières, tu sais. Mais des fourmis, la majorité des gens, ils comprennent pas, ils sont comme, ben voyons, c'est cute, les fourmis. Mais tu puis, choisis tu pas de sais. quoi t'as peur. Mais non, c'est ça, c'était... Puis aujourd'hui, Ah! j'en verrais une, puis ça me dérangerait probablement beaucoup moins, mais là, c'était rendu... Hey, ça prenait des proportions, là. Puis là, je voyais du monde, puis je parlais juste de ça. Je devais être
Non, mais de piètre qualité, genre d'amis, là. T'es comme un enfant de... Non, j'ai Ouais. appris sur les fourmis. Peux-tu vous parler de ce que je fais sur les fourmis? Dresse T'es comme, ça, t'as t'es quel âge? comme, ouais, ça va, là, je pense. Aujourd'hui, je vais me parler des fourmis charpentières. Hey, puis j'ai appris, puis c'est exactement ça, parce que moi, j'ai suivi un cours à l'université de stress et anxiété à un moment donné, puis ça m'a vraiment aidé. Ouais, à l'université de Montréal, ça m'a vraiment aidé. C'est qui le donnait? Hey, je m'en rappelle plus. Mais de lire là-dessus, puis de genre, c'était une personne qui était spécialisée là-dedans. Tu dois sûrement la connaître. Son nom. Mais oui, Elle était assez Marika jeune. Desnoyers. Je pense que c'est ça. Ça se peut-tu? Ça se Ouais, peut. je pense que c'est elle qui le donne à répétition. Oui, bref. Elle était bonne, puis elle était, Oui. tu sais, en tout cas. Oui, elle est super Puis bonne. ça m'a vraiment aidé d'en apprendre sur ce que j'avais. Puis ça, c'était vraiment comme quand je venais d'avoir mon diagnostic, tu sais, j'étudiais à temps partiel à l'université parce qu'il fallait que je fasse d'autres choses on the side. Ouais. Puis là, tu sais, fait que là, j'étudiais là-dessus, puis j'étais comme, waouh, c'est vraiment cool d'apprendre, puis de comprendre les mécanismes de ça. Fait que là, quand je me retrouve avec un symptôme anxieux, ben là, je me mets à faire de la recherche en fou, là. Ouais. Genre, je sais tout de la fourmi charpentière. Genre, pose-moi une question, j'ai un doctorat. Tu sais, fait que là, c'est ça, là. J'étais comme, je chargeais mes amis, je parlais juste de ça. C'était vraiment, mais c'est ça. Mais le fait qu'on soit, tu sais, autant qu'il y avait un caractère apaisant au truc de comment il y a personne qui fait des shows, puis mon chum est avec moi quand d'habitude il est parti, on est ensemble, on a une bulle, ben, il y a quand même, tu sais, cette reclusion était pas comme positive. Mais c'était comme... On aurait dit un rêve. On aurait dit que c'était pas vrai, cette situation-là. Tu sais, c'est comme on n'aurait jamais pensé vivre un contexte aussi particulier que ça. Fait qu'on dirait que en tout cas, personnellement, quand je réfléchissais au contexte, ça me faisait un peu paniquer. J'étais comme, Un de mes amis humoristes, Ben Lefebvre, m'a décrit une image qu'il utilisait pour expliquer ce qu'on a vécu. Il dit, c'est comme si, tu sais, quand t'es dans l'autobus, la ville, t'es debout, puis tu te tiens après à bord. Puis pour une raison X, l'autobus break super sec, puis tout le monde perd l'équilibre, puis là, essaie de voir où est-ce qu'il va s'accoter, puis où est-ce qu'il dit, on était dans cette période-là, de genre, je cherche où m'accoter, puis ça vient de breaker sec, puis je sais pas où me mettre. Vraiment, une espèce C'était de crise ça pendant collective. un an et demi. Ouais. Non, c'est une belle description. C'est une perte d'équilibre, mais en gang. Ouais. Ouais, vraiment. Puis tu sais, tu parles de lire, puis essayer de comprendre les mécanismes, puis apprendre comment ça marche. Tu sais, c'est carrément ça qui a drivé cette émission-là à PB puis moi en ce moment. Tu sais, c'est d'expliquer, en tout cas d'essayer de le faire autant qu'on le peut. Tu sais, certaines problématiques qui sont communes, comme l'anxiété, le stress, les problèmes de santé mentale en général, parce que la science le démontre que faire ce qu'on appelle la psychoéducation, là, fait comprendre, tu sais, ce qui se passe chez nous, ça aide largement à diminuer la détresse. J'y crois. Parce que c'est plus prévisible. Ouais. La problématique devient plus prévisible. C'est qu'il y a aussi que tout le monde se regarde d'une certaine façon, mais on sait pas quoi regarder si on n'est pas éduqué. C'est vrai. Fait que je sais que je fais le pas bien, mais je sais pas comment regarder ça, tandis que si on en apprend plus, comme tu fais, mettons, en faisant des recherches puis ton cours à l'université, ben c'est sûr que... Non, mais c'est vrai! C'est sûr et certain que, genre, le cours à l'université, tu vois tout ça, tu fais « OK, puis quand tu vis quelque chose, là, t'es capable de sortir de ta tête puis de te regarder vivre, puis faire « OK, je fais ça, textbook. C'est sûr que ça calme. Parce que sinon, t'es juste dans un flou de... J'avoue que tu fais pas les choses à moitié. Tu sais, la majorité des gens, ils vont aller sur Doctissimo. Oui! Ah, mais non, je fuis Doctissimo, là, sinon j'ai 7 cancers, là. Ouais, fait que... non. Mais c'est ça. Mais ça m'a vraiment aidé de voir les symptômes, genre, expliquer comme froidement, les symptômes physiques surtout. Parce que j'étais comme, wow, moi, le symptôme qui me fait capoter le plus, puis dont j'ai encore peur, là, parce que j'ai juste vécu dans un état dépressif, c'est... puis je mets tout le temps des guillemets, là, tu sais, comme... Mais dans mon état... On l'assume pas, hein? Ouais. Dans mon état dépressif, j'ai vécu ce symptôme-là de dépersonnalisation. Ouais. Je trouve que c'est de ton corps, le pire, ouais. C'est de loin le pire. Tu sais, il y a la sensation de pression sur la cage. Mais la dépersonnalisation, tu peux-tu me le décrire? C'est ça, il y a plein d'autres symptômes, mais celui-là, c'est le pire. C'est qu'à un certain point, mettons, je regardais mes mains, puis j'étais pas dans mon corps. C'était pas mes mains. Wow. Genre, j'étais pas dans mon corps. J'étais comme à côté de mon corps. Puis là, ça me faisait hyperventiler. Puis là, il y avait une chute d'autres symptômes. Paniquer. C'est hyper commun, du trouble de stress post-traumatique aussi. Ah ouais? C'est comme si le corps, à un moment donné, il se dit... fuck off. Je peux plus vivre ça. C'est comme tellement lourd. L'émotion est tellement lourde que le cerveau se dépersonnalise. Tu sais, tu te dissocies. Mais est-ce que ça t'a déjà fait ça sur scène?
Ouais, ça m'arrive. Parce que moi, sur scène, vraiment. c'est la seule fois que j'ai vécu quelque chose comme ça. C'est tu te regardes jouer. Tu sors de ton corps, tu te regardes jouer, puis là, tu sais que t'es plus groundé. Puis là, tu vois ton petit fantôme. Puis là, tu fais « rentre en dedans, rentre en dedans! » Là, tu nages pour rentrer en dedans et rester dans le moment, genre. Ouais. Mais c'est-tu la même Ça ressemble à feeling? ça. Tu sais, sur scène, on dirait que je me dis, c'est un contexte. Il y a une fin. Ouais, il y a une fin. Puis, tu sais, c'était beaucoup en lien. Parce que, en tout cas, moi, quand je fais des shows, je regarde le monde dans les yeux. Je sais pas toi, là. Oh, mais oui. faut... C'est un truc oui. Ben oui, mais toi, c'est sûr, crime. Mais tu sais, moi, en musique, tu sais, je pourrais juste. Ouais, toi, tu pourrais juste le vivre. On te regarde le vivre. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, je sais pas. Je veux tellement. C'est vrai que les musiciens font beaucoup ça. Fermer les yeux. Ben oui, puis tu peux regarder, il y a des techniques, tu peux regarder dans le fond de la salle, tu as l'air de regarder, mais tu regardes pas vraiment. Il y a bien des trucs. Ouais, c'est ça, mais moi, je suis comme, hey, je veux donc bien que tu m'aimes, puis je veux donc... Fait que là, je regarde le monde dans les yeux, mais je m'ouvre à des réactions comme... Tu sais, genre du monde qui se met à bâiller dans ta face comme en première rangée, puis là, genre, tu sais, oui, il y a du monde qui sourit, puis ils sont dedans, puis ils chantent les paroles avec toi, puis c'est donc bien valorisant, mais t'as aussi le downside. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, dès que je vivais ça, j'étais comme, oh mon Dieu, je sortais de mon corps, j'étais plus dans ma toune, tout ça, puis oui, je le vivais, mais comme Catherine dit, tu sais, il y a une fin au show. C'est un truc qui donne pour les attaques de panique, ou en tout cas les moments d'anxiété exacerbés, c'est de se rappeler qu'il y a une fin. Tu sais, il n'y a aucun état émotionnel que tu vis dans ta vie, là. Comme Pépé le disait ce matin, même la joie, même malheureusement. La joie. Il n'y a rien qui reste, même le bonheur. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. Puis souvent, là, une émotion vive, ça dure à peu près 2 minutes, maximum 15 minutes. Ça se peut que ça perdure un petit peu plus longtemps, mais souvent, ça va avoir tendance à s'amenuiser. Puis un état d'âme, un sentiment de plus longue durée, ça dure à peu près 2 jours. Tu sais, fait que si, mettons, tu te sens, je sais pas, coupable de quelque chose, l'émotion, elle va être vive pendant de 2 à 15 minutes. Puis après ça, l'état peut durer à peu près 2 jours. Mais tu sais... ça va m'aider, ça. Mais juste que tu me l'expliques là, je vais faire comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut vraiment... Un truc qui donne que j'aime beaucoup, puis duquel j'essaie de me souvenir quand je vis des émotions vives, c'est... Une émotion, c'est vraiment comme un train. Tu sais, quand ça passe, mettons que t'es à la gare, là, puis il y a un train qui s'arrête, ça te bloque la vue, tu sais, c'est envahissant, ça fait du bruit, tu sais, il peut y avoir de la fumée, tout ça, imagine-toi dans un film, il y a de la boucane, puis c'est mes trains. Oh, okay? regarde, moi, je vois juste un train déraillé en ce moment, là. Ouais, moi, c'est ça, les émotions, pour moi, ça déraille. Puis... C'est envahissant, initialement, mais ça passe. Tu sais, fait que quand il va partir le train, puis ben, tu sais, là, tu vas revoir l'horizon, puis etc. Puis une émotion, wow, je me sens vraiment comme un apôtre. Non, mais c'est super bon. Mais c'est ça, une émotion. Tu sais, elle est là pour te communiquer une information. Des fois, elle n'a pas rapport. Des fois, l'information qu'elle essaie de te communiquer est fausse. Des fois, c'est vrai. Tu sais, il faut essayer de ne pas prendre cette information-là comme une vérité absolue parce que des fois, c'est à tort. Tu sais, dans le cas des fourmis, c'était probablement à tort. Tellement, là. Tandis ils font pas que... de mal, là. Mais exact, tu sais, tandis que d'autres émotions qui sont plus vraies, par exemple, si tu as fait une action qui te déroge à une valeur importante, qui t'est personnelle, bien, ça se peut que tu ressentes de la culpabilité. Là, à ce moment-là, l'information émotionnelle, il y a une chance qu'elle soit vraie pour toi. C'est correct, tu l'accueilles, mais tu te rappelles que 15 minutes à 2 jours. Puis après ça, c'est fini, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça, il faut se rappeler qu'il y a une fin. Puis un autre truc aussi, c'est d'essayer de détecter ce qui s'est passé dans ton environnement quand tu as ressenti ça. Tu sais, dans le cas de la fourmi, c'est plus... logique dans le sens où tu vois la fourmi puis j'ai une réaction ici et maintenant. C'est plus facile de déterminer la concordance environnementale là, dans le sens où c'est là, émotion ressentie. Tandis que pour des émotions plus diffuses comme la culpabilité, l'angoisse, la colère, des fois c'est plus... tu vas ressentir l'émotion un jour après avoir fait face à l'événement, tu sais. Les fameux « j'aurais dû », là. Ouais, exactement. Ouais. Fait que là, ça peut devenir plus difficile de trouver comme exactement dans l'environnement, tu sais, ce qui a provoqué ça, mais c'est vraiment d'essayer d'y réfléchir quand même. Mais la façon d'y réfléchir, je pense qu'on avait déjà eu cette discussion-là, c'est-tu justement la structure de... Tu regardes l'émotion que t'as, puis là, t'analyses, bon, c'est quoi les gestes que j'ai posés, c'est quoi les valeurs que j'ai, qu'est-ce qui ne matche pas? Genre, j'ai-tu posé un geste qui justifie que je vis cette émotion-là? Y a-tu quelque chose avec mes valeurs qui concorde pas? C'est super ancré dans les valeurs, les émotions, en ce sens où, tu sais, ce qui est important pour moi, c'est pas nécessairement important pour toi.
Ben en fait, nous, ça marche pas. On a des valeurs qui concordent beaucoup. On s'aime. Ben... fait que ça marche pas, mais... Mais c'est pas une valeur importante. Mais cet amour-là est pas important pour moi. C'est pas dans mes valeurs, là. Tu m'énerves! Mais tu sais, on a des valeurs qui peuvent être très différentes dans le sens où il y a des gens pour qui l'honnêteté, ça va être hyper important. C'est une valeur qui est très ancrée. Pour d'autres gens, c'est une valeur qui peut être moins importante. Dès qu'on déroge d'une valeur qui nous est propre, il y a souvent une émotion qui va être ressentie. Tu sais, si par exemple, pour moi, l'honnêteté, c'est quelque chose de très important puis que tu me mens, ben je vais ressentir de la colère ou de la tristesse, ou, etc. Ouais. Fait que connaître ses valeurs intrinsèques, oui, c'est important, puis se rappeler aussi que nos valeurs changent puis évoluent. Fait que, tu sais, ça se peut qu'à un certain moment, on commence à ressentir une émotion négative plus souvent qu'autrement. Ça se peut que l'environnement ait changé, oui, mais ça se peut aussi que tes valeurs aient évolué. Puis que toi, tu as changé à travers le temps. Fait qu'à environnement égal, par exemple, ça fait 15 ans que tu es en relation avec quelqu'un, puis tout à coup, la relation t'amène beaucoup d'émotions négatives. Ça se peut que la relation ait changé, mais ça se peut aussi que tu aies changé. Puis que, ben là, tu ressens plus souvent des émotions négatives qu'auparavant. Fait que je pense qu'il faut être en évaluation constante de l'environnement, oui, mais je trouve qu'on le fait un peu trop. Évaluer notre environnement, tu sais. Qu'est-ce qui me pose problème dans cet environnement-là? C'est-tu mon travail? C'est-tu ma relation? Non, des fois, c'est nous qui changeons, tu sais, puis on évolue, puis c'est bien correct, c'est la beauté de l'être humain, là. On apprend des nouvelles stratégies, on apprend à se connaître, on change, et ça peut être favorable à voir susciter des émotions qui sont plus négatives ou plus positives, tu sais, Mais j'ai le goût d'aller sur les médicaments dont on a parlé tantôt, qu'on a effleuré. Ouais. Tu l'as vu, le changement? T'as vu? Ben c'est ça, c'est que c'est vraiment dur de savoir si c'est dû à ça. Parce que oui, j'ai vu un changement. Est-ce que c'est dû à ça ou j'ai retrouvé un cycle menstruel régulier? Genre parce que j'ai arrêté d'allaiter, mettons, en août 2020, puis j'ai pas eu de règles avant mars. Puis ça a comme concordé en même temps. Et puis il y a eu la grossesse avant? Il y a eu la grossesse avant. Ou t'as pas eu de règles? Fait que non, ça fait comme... j'avais des hormones. Moi, j'ai capoté sur la grossesse, là. L'ocytocine dans le tapis. Puis la progestérone dans le tapis. T'as une belle peau, une humeur positive, t'as des cheveux. Tu sais plus quoi faire avec tes cheveux. T'as tellement de cheveux. Non, mais j'ai des amis qui ont haï ça, mais moi, j'ai adoré. Là, l'ocytocine, ça a l'air d'une... c'est une belle... S'acheter en drogue, c'est une belle hormone. Belle hormone, ouais. Tu sais qu'aux États-Unis, dans les laboratoires, ils font sniffer de l'oxytocine à leurs participants. Où ça? Donne-moi l'adresse. Donne-moi l'adresse. Il y a des études où, parce que l'oxytocine, ça passe pas ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Ça peut pas remonter tout seul au cerveau. Fait que tu peux pas le prendre en médication, tu peux pas te l'injecter. Tu sais, c'est une trop grosse molécule, elle passe pas dans la circulation sanguine. Fait que pour la prendre, il faut la sniffer comme de la coke, tu sais. Fait que ça s'en va directement dans le cerveau. Puis aux États-Unis, dans certaines études, ils vont faire sniffer de l'oxytocine aux participants, puis tu vois automatiquement un effet d'apaisement, tu sais. Automatiquement, les hormones de stress diminuent, la pression sanguine diminue, tu sais, ça va bien, là. Puis tout le monde s'attache aux scientifiques. Tout le monde s'attache! Oh, il est donc fin, il est donc beau, je veux un câlin! Alertez-moi, monsieur! Non, tu mélanges tout. Mais moi, dès que j'ai accouché, genre, j'ai eu le fameux baby blues du 2 semaines que, tu sais, je lisais là-dessus, puis c'était comme 80% des femmes ont ça. Je suis comme, non, je suis sûre que c'est 100%. Non, c'est ça. Non, c'est rough. C'est 100%, c'est vraiment rough. Là, parce que, tu sais, t'es sur un gros high de grossesse de, justement, ce cocktail-là, puis on te l'enlève, bam! Là. Ah oui, cold turkey. Puis on te donne un enfant, puis tu dors pas. C'est sûr qu'on te donne un enfant, mais tu fais un enfant, puis tu dors pas. Tout à coup, les gens... donne beaucoup d'attention au bébé et beaucoup moins à toi. Vraiment. Alors que ça fait 9 mois qu'on te dit que tu es resplendissante, donc ben belle. On te demande si tu as besoin de t'asseoir, si tu veux un petit verre d'eau, qu'on te flatte la bédaine sans te le demander. OK? Puis là, tout à coup, toi, tu reçois plus d'attention, on va se le dire, là, et ton bébé en reçoit vraiment beaucoup, puis on le traite comme une merveille mondiale, puis t'es comme moi, mais moi, cet être-là m'empêche de dormir, me fait extrêmement mal au sein, avec tous les processus d'allaitement, etc. J'ai mal partout à cause de l'accouchement.
ça va pas bien, là. Non. Puis t'as plus d'hormones, t'as plus d'oxytocine, t'as plus d'endorphine, la progestérone est vraiment, vraiment basse. Fait que oui, tout ça mis ensemble, essaie de ne pas avoir un baby blues. Non, impossible. Bon, moi, tout de suite après, je me suis dit, si ça existe en pilule, l'ocytocine, mais en fait, le cocktail que j'ai eu pendant la grossesse, je le veux. Je le veux. J'ai jamais été heureuse, stable de même, de ma vie. Fait que là, en tout cas, j'ai retrouvé mon cycle menstruel, puis là, je me suis dit, ça a comme concordé en même temps que ma prise de Zoloft. Fait que je me suis dit, c'est-tu l'un ou c'est l'autre? Puis là, c'est ça qui est mal fait avec les médicaments. Tu te dis, ça va bien. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ouais. Comme toi, là. Non, mais c'est parce que j'ai... Non, mais c'est ça. Hey, ça a pris 4 ans avant que je fasse « OK, je vais arrêter ». Mais c'est exactement ça. Tu viens que ça va bien, tu le sens plus. Fait que là, tu te dis « Mais il travaille-tu ou il travaille pas? » Parce que là, je suis habitué à cet état-là. Fait que c'est pas comme si je prends un médicament puis j'ai un impact tout de suite. Non, fait que tu viens que tu démêles plus les affaires. C'est la raison pour laquelle, habituellement, quand on arrête, on le fait graduellement et avec l'assistance d'un professionnel de la santé. Moi, je l'ai fait avec des guitares et des jeux vidéo. Oh wow! Oui, c'est ça! En mais pandémie. c'est pas conseillé en pandémie. Non, je conseille pas ça à personne. Là. C'est juste que j'aime ça faire des expériences étranges avec... Mais je comprends. Ouais. Je comprends totalement. C'est comme si tu te dis, ben là, ça va bien. Ouais. Est-ce que c'est un signal que je peux arrêter ou c'est un signal que la médication fait effet? Et ça peut être un des deux, mais c'est la raison pour laquelle souvent, ce que les médecins et les psychologues vont conseiller, c'est d'attendre que ça fasse un bon petit bout, que tu vas bien, puis qu'il n'y a pas de bump in the road, là, de genre, ça va bien une semaine, mais la semaine d'après, c'est difficile, d'attendre que ça fasse un certain temps que ça va bien. Puis là, je dis certain temps, je dis pas une quantité de jours parce que ça dépend tellement des gens, tu sais, mais que ça fait un certain temps que ça va très bien et qu'il y a quelqu'un qui peut assister dans la diminution de la dose. Puis si on voit que ça marche pas, ben on la réinstalle, puis on la réinstaure plutôt, puis on attend à un autre moment, tu sais, mais en général, quand on est sous médication puis qu'on se dit « Hey, tout à coup, ça va donc bien », c'est à cause de la médication, tu sais. Bon, c'est sûr que formuler comme ça, c'est dur d'argumenter. Tu t'obstines pas. Mais ça irait pas. Mais la question que je pose, par exemple, c'est est-ce que c'est strictement physique, le médicament, ou c'est plus pour te stabiliser puis être en mesure d'accueillir la thérapie pour changer les comportements? Parce que des fois, on est tellement dedans que t'as beau consulter, t'es comme « Non, mais il y a un feu dans la cuisine, j'ai pas le temps de jaser à la porte. » C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est comme avec les enfants, puis là, tu vas peut-être te retrouver là-dedans. Moi, j'ai un enfant qui va avoir 3 ans. Je suis beaucoup dans l'apprentissage de la régulation des émotions. C'est pas toujours facile. Les crises de bacon font partie du quotidien, tu sais, c'est pas toujours évident. Puis, je me dis, tu sais, j'essaie tout le temps de parler à mon garçon quand il vit des émotions vives, tu sais, pour qu'il me nomme, puis etc. Mais quand l'enfant est en crise de bacon par terre, c'est pas le temps de lui dire « Nomme-moi ton émotion ». La première chose à faire, ça va être de se calmer, soit en attendant ou en respirant, ou etc. Puis après, on discute puis on essaie de voir, bon, mais c'est quoi les solutions? Qu'est-ce que tu préfères à la place d'avoir une réaction émotionnelle de même? Puis quand on est en crise, que ce soit en anxiété, en dépression, peu importe la pathologie, c'est important de faire la même affaire. Tu sais, c'est pas quand t'es en crise de bacon par terre que c'est le temps de poser la question « Mais qu'est-ce qui pose problème dans mon environnement en ce moment? Est-ce que mes valeurs ont évolué? Ouais. » Tu sais, c'est beaucoup plus le temps de calmer la machine puis d'aller dire à l'amygdale « OK, on va respirer un petit peu, on se calme le pompon. » Puis là, ben, ça peut rendre le cerveau plus réceptif à accueillir soit une thérapie, mais aussi un cheminement personnel, tu sais, que ce soit des lectures que tu fais, écouter des audiobooks, faire de la méditation, pratiquer la respiration, se questionner, tu sais, il y a la thérapie, puis il y a aussi tout ce qu'on peut faire aussi au quotidien pour venir apprendre à s'apaiser soi-même, tu sais, puis à mieux se connaître, puis parfois la médication peut être nécessaire, tu sais. Ouais, tu baisses le volume, fait que tu peux entendre les autres affaires autour. Carrément, j'adore ça, Ouais, mais c'est ce que les médecins disent, c'est que oui, OK, je vais te prescrire un médicament, mais as-tu un psychologue? Genre, es-tu suivi? Parce que l'un va avec l'autre, puis c'est une durée... En tout cas, les médecins que j'ai vus ont vraiment mis l'emphase sur la durée de temps. Dans le sens que, tu sais, il va y avoir une fin à ta prise de médicaments. Fait que là, tu dois être accompagné. Mais ça, c'est quand même quelque chose que je trouve stressant parce que je me dis d'un coup que j'en ai besoin, puis que je suis plus heureuse comme ça, puis que j'en ai besoin pour vivre. Tu sais, moi, j'ai des prédispositions
génétique à ça, j'ai des prédispositions comme environnementales, mais tu sais, génétique, j'ai beaucoup de problèmes de santé mentale. On dit ça, genre, je sais pas, tu sais, ma marraine est décédée de ça récemment, de démence, là, comme... Est-ce que tu dis ça court dans la famille? Ça court dans la famille, là, tu sais. Fait que c'est comme, moi, j'ai peut-être besoin de ça, mais de se faire sans cesse dire par les médecins, bon, mais il y a une fin à ça, tu dois être accompagné d'un psychologue tout au long de ta durée. Si t'es déjà quelqu'un de super comme introspectif, qui se pose beaucoup de questions, qui analyse, qui fait déjà de la méditation, du yoga, tout ça, tu sais, en tout cas, je me pose la question... Est-ce que c'est nécessaire à 100% de consulter ou d'arrêter? De consulter, oui, ben, c'est ça. En fait, tu sais, je pense que ça dépend du degré de détresse qui est ressenti, en ce sens où, tu sais, souvent la méditation, l'exercice physique, la réflexion, les lectures, etc., ça va être bon chez certaines personnes qui sont capables d'avoir cette introspection-là puis d'aller faire ces lectures-là. T'as quand même fait un cours au bac pour... Tu sais, je veux dire, t'es capable. Juste ça. Ouais. Tu sais, fait que ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui ça peut être bénéfique puis que c'est bien correct. La psychothérapie, ce qu'elle va faire, c'est venir vraiment jouer sur certaines fausses croyances qui sont plus imbriquées. Tu sais, fait que, mettons, des croyances de danger, de catastrophisation. Ça peut aussi être une aide pour changer certains comportements qui viennent envenimer l'anxiété. Fait que, par exemple, des gens qui vont avoir tendance à utiliser beaucoup l'évitement, qui est très associé à l'anxiété, là, plus j'ai peur de quelque chose, moins j'y fais face. Tu sais, moins je vais aller m'exposer à ces situations-là de peur que le mammouth soit trop gros. Mais quand on effectue ce comportement-là, on envoie vraiment au cerveau le signal que, en effet, le mammouth est trop gros. Tu sais, si tu y vas pas, c'est parce que t'as pas les ressources, là. Et donc, ça vient vraiment conditionner l'anxiété. Et donc, la thérapie va aider à accompagner les personnes à s'exposer à ces situations-là, etc. Mais je pense quand même que c'est important de dire que ça peut être effrayant pour quelqu'un de se faire dire « Tu vas être en thérapie jusqu'à la fin de tes jours, là. Hein? Tu le sais, tu sais, pour négocier l'anxiété, ça va être jusqu'à la fin de tes jours. » Tu sais, je pense que c'est possible de consulter à certains moments dans sa vie, puis que ce soit pas un processus qui se fait à chaque semaine jusqu'à la fin de tes jours. Tu sais, il y a des acquis qu'on fait en thérapie qu'on conserve à travers le temps. Puis je pense que c'est important d'apprendre à se monitorer puis à dire « Hey, là, la détresse dépasse un seuil que je peux accepter et que je peux tolérer, puis ça a des conséquences à X, Y niveau de ma vie, je dois y retourner. » Tu sais? Et fait que c'est ça. C'est de l'entretien. En constance. C'est de l'entretien. Ah ouais, exact, c'est de au l'entretien. garage. Exactement. C'est comme, bon, j'entends un bruit bizarre, on va aller voir. Là, exactement. Ouais, vraiment. Puis tu sais, ce qu'ils disent, c'est que la médication, en moyenne, ça fait à peu près 33% du travail, OK, au niveau de la diminution des symptômes d'anxiété. Bon, ça dépend aussi, quand il y a une composante qui est génétique à ça, parfois, la médication, elle va être prise en plus grande quantité sur une plus longue période de temps, mais elle va avoir une efficacité qui est peut-être supérieure à des causes d'anxiété qui n'ont pas de racines génétiques. Bon, ça, c'est l'état des connaissances en ce moment. Ça se peut que ça évolue à travers le temps puis que ces chiffres-là n'aient pas rapport dans 6 mois, mais en ce moment, c'est l'état des connaissances. 33%, c'est quand même pas tant que ça. Et donc, oui, il va y avoir un travail à faire qui n'est pas strictement imbriqué dans la psychothérapie. Il y a aussi des habitudes de vie, des lectures qu'on peut faire, oui, à l'extérieur de ça. Il n'y a pas juste les psychologues aussi qui peuvent aider, hein, les travailleurs sociaux, psychoéducateurs, ça peut être une infirmière au CLSC. Il y a bien des aides puis des accompagnateurs aussi qui peuvent aider. Oui. Ben, au moins, il y a des ressources. Ouais. C'est une bonne nouvelle, ça termine bien, les ouais. Les listes d'attente sont longues pour certains services. Ouais. Mais oui, c'est possible. Là. C'est très possible. Vraiment. Puis je te remercie tellement de t'être ouvert à nous comme ça. Mon Dieu, je voulais pas finir ça dark dans Non! Mais les attentes sont longues. Non, c'est bien correct, c'est parfait. Oui, il y a des attentes. Il y a des listes d'attente, mais... Listes d'attente, oui. Mais... Mettez-vous sur la liste. Mais c'est ça. Oui. Ouais, mais en attendant, là, parce que t'as le temps, s'il y a une liste d'attente, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Tu peux écouter des podcasts comme celui-là, lire des trucs, t'informer. Faire un cours à l'université. Non, mais c'est vrai. Avec Marca. Moi, je me dis que juste l'acte de chercher, de t'intéresser à ça, en assumant que je prends pas tout ce que je lis pour du cash parce que j'ai pas les capacités nécessairement académiques de démystifier ce qui est bon et ce qui est pas bon, c'est déjà comme une prise de contrôle sur ton propre bonheur, puis ça peut faire une différence en attendant que
qu'un professionnel fasse comme, OK, t'as tout fait ça, tout croche. Ouais. On Bon, va recommencer. Mais d'en parler avec du monde de ton entourage, avec qui tu te sens comme accueilli là-dedans, tu sais. Mhm. Il y a du monde qui sont pas rendus là puis qui vivent encore dans ce tabou-là. Là, Tu spots ton monde. Mais tu sais, tu aussi, spots ton là. monde, puis Ah oui. tu sais, du monde qui se retrouve dans la même situation que toi puis qui vont te dire « Ah, ben moi, j'ai pris tel médicament, puis ça m'a aidé. » Moi, personnellement, c'est ça qui est arrivé, tu sais. C'est que j'ai des amis qui m'ont dit « Ça a été cool pour moi parce que j'ai une mère qui a essayé toutes sortes de médicaments sans les prendre, puis là, tu sais, que ça a jamais été... ça a jamais donné de résultats, puis fait que je me disais, ah mon Dieu, je crois pas à ça, parce que je me suis rendu compte qu'elle les prenait pas, finalement. Ouais. Mais j'ai des amis que ça a aidé. aide pas. Fait que d'avoir ce genre, tu sais, de s'ouvrir aux autres, puis d'en parler, puis d'avoir ce genre de témoignages-là, ben des fois, ça nous donne le petit coup... Un petit kick. Le petit kick qu'il faut, ouais. Ben, merci beaucoup Merci. de l'avoir fait. Merci. Oui. Ah non, c'est vrai. Merci à vous autres, c'est full important, ce que vous faites. Merci. C'est bien C'est agréable. total. Moi, je dis des niaiseries.